Bonjour à tous. Je vous propose que nous démarrions cette matinale consacrée à l'architecture, ici dans ce bâtiment assez exceptionnel de la BNF. Donc pour démarrer cette matinale, nous allons avoir un grand témoignage de Marc Mimram, qui est donc architecte et ingénieur, qui bien sûr est connu pour ses ouvrages d'art qui sont assez exceptionnels. Notamment pour des ponts, des passerelles, des structures. Et en fait, nous sommes ravis aujourd'hui qu'il vienne nous parler de la relation que son architecture, on va dire, et sa vision de la technique entretiennent avec le métal. Ensuite, donc nous ferons une pause vers 10h30, je crois. Donc vous avez quand même un peu de temps devant vous. Éloi, peut-être tu veux rajouter quelque chose ? Et puis on introduira donc le second intervenant de la matinale, qui est Frédéric Seize, juste après la pause café, qui nous parlera avec une vision plus historique de l'architecture métallique. Voilà, je crois que Marc Mimram nous a préparé une conférence assez étonnante. Et visuelle. Voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir et de vous laisser démarrer cette matinale. Merci beaucoup. Bonjour. On va parler du travail de l'acier. Pas du métal, mais de l'acier, puisque c'est de cela dont je m'occupe. En particulier, pas uniquement. Mais là, j'ai choisi des projets qui sont liés à ce matériau. Je suis très, très surpris de votre présence ce matin. Mais je crois que vous êtes obligé de venir. J'ai bien compris. Pas tous. Ceux qui ne sont pas obligés, je vous remercie. Particulièrement. J'ai beaucoup d'images j'ai beaucoup d'images. Mais je passerai vite, vous inquiétez pas. Puis, je vous parlerai des exemples construits. Et puis à travers eux, des méthodes, parce que je crois que c'était ça l'objet, c'était de voir aussi comment ce matériau était façonné, utilisé. Où sont-ils ? Donc on va parler de ça plus particulièrement. Ça m'intéresse beaucoup de vous parler des choses très factuelles. Mais avant ça, je voulais vous dire à quel point le matériau, ou la matérialité en général, pas simplement l'acier, nous met en dépendance d'une relation de responsabilité vis-à-vis du monde. L'acier en particulier, mais c'est vrai pour tous les matériaux, je vais vous dire quelques tautologies du samedi matin, est un matériau issu de matières premières de la planète. Ça vous dit quelque chose, ça ? C'est assez tautologique, mais ça nous met en responsabilité. C'est-à-dire que quoi que nous utilisions dans l'architecture, quoi que nous utilisions dans les structures, c'est une extraction, c'est une transformation. Et notre travail d'architecte, c'est de partir d'une situation donnée, d'utiliser des matériaux extraits du monde, de cette planète limitée, et de la transformer. Donc c'est pour ça que l'architecture est un art de la transformation, parce qu'elle part d'un paysage, elle transforme un paysage, et à travers cette transformation, elle reconstruit un autre paysage dans une transformation continue. Elle est énergie, et ces deux composantes, l'énergie, les éléments et la matérialité, et la matière donnent du sens à la matérialité. C'est-à-dire que si on ne se met pas dans ce regard de très grande échelle, on ne comprend pas l'attention qu'on pourra avoir au local. Notre travail il se situe toujours dans cette dialectique entre local et global, entre globalisation et mondialisation, qui fait que la question des éléments me paraît la question la plus fondamentale. C'est un peu lointain, mais vous allez comprendre. Bill Viola en parle bien, les artistes vidéastes en parlent beaucoup, mais la question de l'énergie est au centre de tout cela. Vous voyez ce tas de matière là. Je dis de matière pour être un peu brute.
c'est ce qui permet de faire cela, quoi. Faire cela. C'est-à-dire que, imaginez que ce bâtiment, la TGB, c'est un tas, originellement. Un tas extrait du sol. Un tas extrait des sols. Parce que pour ce qui concerne l'acier, c'est un processus qui peut être européen. Pour ce qui concerne la bauxite, ça vient essentiellement de Guinée équatoriale. C'est-à-dire l'aluminium qui est utilisé pour faire les poignées de porte, c'est un morceau de Guinée. L'acier dont je vais vous parler est extrait peut-être du Brésil, transformé en Chine et rapatrié ici, à travers Mittal, par exemple. C'est aussi une transformation qui demande des grands paysages, des transformations sur des grandes échelles, et qui demande aussi beaucoup d'énergie. Et l'énergie, comme vous le savez, c'est aussi du sol, du sous-sol. C'est du sous-sol et des hommes au travail. Et c'est ça dont on a parlé. Une planète qui se transforme, dont les matériaux se raréfient, dont la quantité de matériaux se raréfie, et tout ça a une fin, et de l'énergie qui se raréfie, tout ça a une fin, et surtout du travail des hommes. Donc moi je pense que, je suis désolé d'être si pompeux à 9h du matin samedi, mais tout ça me paraît être la question fondatrice, non pas seulement fondamentale, mais fondatrice de notre travail. Il y a un autre aspect à celui-là, c'est la raison des choses. Et je voudrais dire plutôt les raisons des choses, parce que moi je suis, comme vous l'avez indiqué, ingénieur et architecte, et les ingénieurs ont tendance à penser l'architecture ou le progrès comme une valeur liée à quelques raisons essentielles. La vraie limite de tout ça, c'est de penser cela de manière univoque. Nous, on pense que la solution unique, un problème donné, a une solution unique, et surtout une solution idéale. Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense qu'il y a une multitude de solutions possibles, et c'est pour ça que l'architecture, et particulièrement celle des ouvrages d'art, peut se développer de manière très spécifique. On va y revenir. Mais en tout cas, malgré cette spécificité, malgré cette localisation nécessaire des choses, il y a quelques règles. Alors il y en avait une qui est assez connue, qui est la question de la raréfaction des matériaux, j'y reviens, et donc la quantité de matière par mètre carré ou par mètre cube, ou l'idée d'économie de matière, la frugalité, voilà. Alors cette idée, je pense même si elle paraît dérisoire, aujourd'hui elle prend encore plus de sens à cause de ce que je viens de vous dire précédemment. Et donc vous voyez les bâtiments qui pesaient 1 tonne par mètre carré, ou Notre-Dame se faisait peser davantage, 2 tonnes par mètre carré. Les bâtiments en pierre sont dans ces ratios-là. La Tour Eiffel doit être à 300 ou 500 kg par mètre carré. Et on arrive à avoir des structures qui pèsent 5 kg par mètre carré. Donc notre hypothèse, c'est de gagner sur la quantité de matière pour l'économiser, et pour l'économiser dans une vision un peu plus globale, qui est celle de l'économie de matière en général, de l'extraction en général, de la planète en général. Alors ça ne veut pas dire que c'est moins cher, c'est souvent beaucoup plus cher. Moins il y en a, plus c'est cher souvent. Hein. Mais cette raréfaction, elle nous fait porter une attention à la fois à la quantité de matière et à une idée assez étonnante, qui est que si on introduit des forces dans la matière, si on regarde la qualité des forces et leur cheminement, alors on peut mettre la matière là où il faut, ou selon un cheminement particulier. Et cette raison des forces domine la raison de la quantité. Donc en s'astreignant à comprendre les phénomènes structurels et à les exprimer en tant que tels, on peut évidemment être un peu plus raisonnable dans cette quantité de matière utilisée. La question qui se pose, c'est aussi une question qui est très liée à l'expression de ces chemins, de ces diagrammes de force. Là, on ne peut pas nier qu'il y a une relation essentielle. Je biberonne tout le temps, vous allez vous habituer. Entre
entre l'expression de ce schéma statique, de la manière dont les forces cheminent à l'intérieur de la matière et la forme qu'elles expriment. Alors, bien sûr, ça n'est pas indispensable, ça n'est pas nécessaire, mais c'est nécessaire de le comprendre. Évidemment, quand vous regardez ce Stégosaurus, il a une forme élégique qui correspond à ce cheminement de la matière et à l'expression de ce cheminement de la matière. Encore une fois, je vous dis que ça n'est pas indispensable, mais c'est nécessaire de le comprendre, même si on ne l'exprime pas. Il y a une donnée très importante qui est l'introduction du vide, ou peut-être la compréhension du vide, la compréhension de la manière dont chemine le vide. Je vous parlerai de l'acier à un moment, ne vous inquiétez pas. Mais pour comprendre cela, si on se met dans ce regard d'attention au monde et d'attention à l'économie de matière, la question la plus importante, c'est pas comment dispose-t-on la matière, c'est comment dispose-t-on le vide. Enfin, ces deux questions étant évidemment duales. Mais l'introduction du vide dans la matière et l'introduction des forces à la place de la matière elle-même nous permet de regarder cela avec, encore une fois, avec une raison plus ouverte et avec un regard frugal sur cette économie dont je vous parlais. Ces deux images sont pour moi très importantes. La première, c'est l'épaisseur d'une carapace de crabe dans laquelle vous voyez ce vide qui est à l'intérieur. Si le crabe était plein de matière, si sa carapace était pleine de matière, le pauvre, déjà qui se traîne, il ne bougerait pas beaucoup. C'est bien l'idée de l'inertie, l'idée de déplacer la matière, de la mettre à l'écart, de la renvoyer d'un point à un autre, d'introduire ce vide à l'intérieur d'elle-même, qui lui donne toute sa résistance. Et vous voyez que l'ordre paraît un peu aléatoire. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens de regarder ces géométries de manière un peu plus complexe qu'on ne regardait précédemment. Je reviendrai aujourd'hui sur le rapport entre la machine, je veux dire la machine à concevoir, la machine à fabriquer et la rationalité des formes. Et puis il y a une deuxième image qui est ce vide de la construction. C'est-à-dire ce moment où, pour construire, on est obligé de préparer la construction. Cette méthodologie de construction, cet échafaudage, c'est aussi un vide à l'intérieur duquel on peut se situer. Et il est toujours très attentif. Là, vous voyez la construction du pont Alexandre III à Paris. Ils l'ont posé sur un cintre, ils avaient mis une grue longitudinale, et puis ils déplaçaient les éléments de voussoir au long de ce système. Regardez la Sainte-Chapelle. Ce qui est intéressant dans la pointe de la Sainte-Chapelle, c'est ce vide-là, c'est ce vide qui est à l'intérieur, cette manière de pousser la matière à l'extérieur, d'introduire du vide. Introduire du vide, c'est aussi introduire de la lumière, évidemment. C'est aussi de regarder comment on peut décomposer la lumière par la structure et la lecture de cette lumière à travers la structure. Donc toutes ces questions prennent sens à partir du moment où elles sont mises en cohérence. Et puis pour finir, il y a deux aspects dans le travail de l'acier, étrangement qui se renvoient l'une à l'autre, deux aspects qui se renvoient l'un à l'autre, et deux approches qui se renvoient l'une à l'autre. C'est ce travail sur le rapport entre continuité et discontinuité. C'est-à-dire que si vous regardez cette aile de mouche, vous voyez que le bord d'attaque est raidi. La partie haute. Et puis ça vient à se décomposer de manière continue jusqu'à laisser le bord libre. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la manière de concentrer la matière dans l'espace et la manière de la distribuer et la manière d'ordonner cette continuité. La continuité étant la feuille de laine. Alors que la plupart des éléments de charpente métallique sont faits de discontinuité, de membrures décomposées dans l'espace, qui laissent filtrer cette lumière dont je vous parlais tout à l'heure. Et notre travail, vous le verrez, est toujours entre ces deux aspects, continuité, discontinuité, ordonnancement de la matière, lumière, économie, enfin tout cela pour exprimer la raison des choses. Donc, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé tout de suite là, mais c'est pour vous expliquer que ce travail, ce n'est pas un travail formel du tout. À la fin, évidemment, on exprime tout cela par une forme,
Mais la question de la forme est une question a posteriori, pas une question a priori. À propos de questions, si vous en avez, on peut discuter. Oui, enfin, si vous voulez interrompre, vous pouvez le faire. Si vous voulez qu'on... Enfin, voilà, on ne va pas faire ça de manière totalement, obligatoirement formelle. Non, mais je parle sérieusement. Si vous voulez, on peut prendre un autre ordre à tout ça. Si vous voulez qu'on en discute, on peut le faire à travers les projets que je vous montrerai. Pardon ? Il y a une question qui reste tout à fait prégnante, c'est la question de la mise en œuvre. Et je crois que c'est ce qui nous intéresse ici aussi. Cette attention au monde à travers l'attention à la matière, c'est aussi l'expression d'un travail, d'une quantité de travail, d'une mise en forme, qui fait qu'entre nos idées, les plus élaborées soient-elles à travers le calcul, le dessin, etc., et l'expression construite de la chose, il y a un rapport souvent de 1 à 10. C'est-à-dire que quand nous pensons, nous fabriquons du projet, nous fabriquons avec l'idée du travail. Cette idée d'inverser les choses, de regarder la condition de la production, la condition de production, comme étant une condition du projet, me paraît être essentielle. Donc il y a, à travers ces deux dimensions, la dimension du regard sur le monde comme une quantité finie qui est en permanence transformée, et le travail qui transforme cette matière, ce travail étant un travail additionné, non pas additionné au nôtre a posteriori, mais additionné au nôtre a priori, me paraît être essentiel. Pour être clair, je pense que la matière sert à penser le projet, non pas à le faire. Et donc les gens, je crois que parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à la fabrique. La fabrique, ça n'est pas l'art de disposer ce que d'autres auraient pensé. La fabrique, c'est une manière d'intégrer... Le projet, c'est une manière d'intégrer la fabrique d'ores et déjà. Je demande à mes étudiants de penser le projet à partir de cette hypothèse de la fabrique, et non pas de penser qu'il y aura un projet détaché, décomposé de la fabrication. La fabrique, c'est une manière de penser le projet. Donc mettons la matière dans le projet, mettons la matière à l'origine du projet comme une manière de le penser. Et c'est pour ça que à ce moment-là, le projet devient l'expression non seulement de cette pensée, mais cette pensée en mouvement à travers le travail, c'est additionné à ce travail, et c'est l'expression c'est l'expression d'une mémoire de ce travail. Donc le projet n'est pas l'expression d'une forme, ça n'est pas l'expression du bon vouloir des architectes, mais l'expression de cette synthèse, de cette cohérence entre les matériaux, ici la terre, le banchage, les outils. Je pense qu'il n'y aurait rien de plus intéressant que d'imaginer un outil qui ferait un projet différent. Je pense aujourd'hui on en invente beaucoup, notamment à travers la robotique. L'outil comme une manière de penser le projet, la matière comme manière de penser le projet, le monde comme une manière de regarder sa transformation à travers le projet. Alors après tout cela, je ne suis pas un théoricien, mais je vais vous montrer quelques projets, et j'ai choisi parmi d'autres à travers cette manière de transformer l'acier. C'était la question qui m'était posée, je crois. Mais je ne peux pas vous présenter ces projets simplement sous cette dimension-là, sinon ils perdraient le sens que je viens d'évoquer, c'est-à-dire leur appartenance au lieu. Ici, il s'agit de la passerelle Solferino à Paris. Ce qui nous paraissait important dans ce projet, c'est la relation entre l'ensemble des musées du centre de Paris et le musée d'Orsay à travers la Seine. À travers ce paysage très exceptionnel qui est un paysage historique, un paysage matriciel, celui qui fonde la ville et à travers lequel elle s'est développée. Il y a 36 ponts à Paris,
Et à un moment, je me suis retrouvé dans cette situation, c'est-à-dire cette situation où le paysage était grandement ouvert. Et je me suis posé la question de savoir s'il était juste d'y installer un pont, enfin, même si c'est mon métier. Et si on ne devait pas laisser tranquille ce paysage. Et je me suis dit que notre responsabilité, elle était là aussi, c'est-à-dire dans la ville historique, comme dans la ville traditionnelle, comme dans la ville contemporaine, quelle attention porter au lieu pour exprimer à la fois une contemporanéité, notre travail se fait dans l'expression des savoirs d'aujourd'hui, du moment. Je vous disais que la matière servait à penser et à exprimer le travail qui s'y rapportait, mais ce travail d'aujourd'hui, hein, l'artisanat ou l'industrie que nous mettons au service de ces projets, c'est l'industrie des savoir-faire de notre temps. L'architecture que nous fabriquons est l'architecture de notre temps. Et d'ailleurs, la marque de ces 35 ponts de Paris sur la Seine est l'expression des savoir-faire depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est la construction des ouvrages, c'est aussi l'expression de ces savoirs à chaque moment. Et donc il fallait être attentif à cette expression-là de la contemporanéité, tout en étant attentif au lieu. Ce qui a déterminé ce projet essentiellement au départ, c'était cette idée de la situation, et très étrangement d'une situation d'un moment donné qui a totalement changé en si peu de temps. On a conçu ce... Bon, j'ai gagné le concours, je ne vous le dis pas parce que ça fait déjà très longtemps. 80... Non, c'est pas possible. Il y avait 92. Oui, c'est possible. Enfin, on l'a fini en 2000, mais donc il y a 17 ans, ou 18 ans, ou 19 ans, les voitures ne circulaient ici, sur la rive gauche, dans une voie express, là, en bas, et circulaient sur la rive droite, en haut, et le tunnel qui était en dessous était en fonctionnement. Aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la rive droite, on ne pouvait pas traverser en haut. J'avais proposé de mettre un feu à cette époque-là. On m'a dit, vous êtes fous. On ne va pas couper la circulation de tout le nord de Paris. Donc on a donc dû passer par dessous. Et de l'autre côté, j'avais dit, mais on pourrait rejoindre et ne pas abandonner cette rive gauche et le parking qui s'y trouvait. Et la voie express rive gauche qui s'y trouvait. Vous vous souvenez de ce temps-là? C'était hier. Et on m'a dit, mais ça ne sert à rien. J'ai dit, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, on pourra au moins longer les quais. Je me dis, on ne va pas longer les quais le long des bagnoles. Aujourd'hui, il n'y a plus de voitures en bas, il n'y a plus de voitures au-dessus, on peut traverser, enfin il y a des voitures, mais il y a un feu, la grille s'est ouverte. Et donc, c'est assez étrange que ce projet a accepté une situation donnée à un moment donné, s'est appuyé dessus, et alors que cette situation a totalement changé aujourd'hui. Et pourquoi cela? Parce qu'on s'était fondé sur l'idée d'un parcours, l'idée qu'on pouvait rejoindre, qu'on n'abandonnerait rien, qu'on rejoindrait le quai haut au quai haut et le quai bas au quai bas, alors que la question du programme, c'était juste celle-là, un escalier et une traversée haute. Le parcours comme étant une condition du projet, c'est aussi une manière de l'inscrire dans le site. À gauche, vous avez la maquette du concours, à droite, la structure telle qu'elle était pensée et réalisée et mise en place à travers cette grue qui est arrivée de Hollande. Mais je reviens sur la fabrique. Chacun de ces éléments appartient à un tout, et pourtant chacun de ces éléments est dessiné de manière spécifique. Attentive à l'expression de ce travail. Cette fabrication-là, vous voyez, les bracons sont tous différents, mais ils appartiennent à un volume commun. Ces bracons sont façonnés à partir d'une courbe pour laisser filer la lumière de manière continue à l'extérieur, mais au contraire la tendre par les arêtes à l'intérieur. Se poser sur les arcs qui sont constitués de poutres sans diagonale qu'on appelle des poutres Virindel. Constituent ces volumes qui sont posés dans cette barge sur le long de la Seine et qui va être mise en œuvre par l'intermédiaire de cette grue que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez, tout cela ne sert à rien. Sinon,
à mettre à la fois en cohérence la forme globale et à exprimer à chaque instant les constituants de cette matière, le cintrage ici, l'assemblage, les raidisseurs, tendre la toile qu'on appelle la toile parfois, le métal. Le déformer, là, il est chaudronné, il est assemblé par soudure. Avec dans une situation très spécifique qui est de partir de cela. C'est-à-dire qu'on est parti de tôles très épaisses, de tôles de 12 cm d'épaisseur. Et la grande révolution, je vous en parle avec insistance, c'est que la grande révolution, c'était ce moment particulier où on n'avait plus besoin de boulonner sur place, mais de souder in situ, ça rendait la chose possible. Il faut remercier là, je vais me faire des copains ce matin, il faut remercier là l'industrie nucléaire, parce qu'à travers le nucléaire, on soude des réacteurs dans des tôles de forte épaisseur, et on sait les radiographier pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Cette technologie-là a été peut-être transférée à la constitution des structures, et donc on a réussi à souder pour la première fois, non pas souder pour la première fois, mais radiographier et avoir des bâtiments, des structures qui pourraient être assemblées sur place sans boulonnage. Donc vous voyez, il y a 3 temps de l'acier, il y a le temps du rivetage, celui du 19e siècle de la Tour Eiffel, le temps du boulonnage, celui du 20e siècle et la plupart de ces ouvrages, et puis le temps de la soudure. Et comment trouver un vocabulaire qui sera le vocabulaire de l'expression de ce matériau soudé? Alors on a pris ce plat, on l'a découpé dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on l'a réduit à l'extrémité pour en avoir plus que 5 cm visible, on l'a soudé. Je dis on, c'est pas moi qui soude évidemment, mais quand je dis on, c'est un on impersonnel, mais qui appartient au projet en général. C'est pour ça que je vous montre ces images de ces hommes qui fabriquent cette matière et qui la transforment. Et vous voyez, cette tôle, ce plat qui était très épais devient aminci sur les bords, découpé par soudure et puis redécoupé à nouveau, réassemblé pour installer des verticales dans l'arc qui n'a pas de diagonale. Parce que les diagonales, c'était l'expression du 19e siècle avec la plupart des structures de treillis. Donc, ces conditions particulières qui sont celles de ce moment-là de la soudure, parce que c'est le premier ouvrage vraisemblablement de cette nature sur la Seine parmi les ponts de Paris. L'idée de supprimer les diagonales parce qu'on pouvait avoir des éléments, pour ceux que ça intéresse, qui sont des éléments virindels de transfert de moment et non pas de transfert simplement de compression et de traction. Cette situation nouvelle qui était à travers la technologie de soudure nous permet d'exprimer une situation géographique, un lieu, un moment. Cette situation qui est une situation particulièrement urbaine. Regardez la Seine comme dans un balcon sur le fleuve et le regarder à partir de cette place centrale. Et cette dame était très contente parce que c'était la première à traverser la Seine. Et puis vous voyez, on n'avait pas encore fini de mettre le bois, mais elle voulait absolument traverser. Appartenir au lieu, être dans ce dispositif très particulier. Je vais vous raconter une chose très bizarre. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas l'intention de passer tellement de temps sur ce projet ce matin, mais on va improviser. Je vais raconter une autre chose bizarre qui fait que notre métier est parfois étrange. Le gabarit de navigation qui est là. Vous voyez, le gabarit de navigation, c'est la hauteur libre qu'on doit laisser passer qu'on doit laisser au bateau. Et sous ce fleuve, et sous ce pont, supérieur au pont Royal et au pont de la Concorde qui l'accompagne de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a inventé une réglementation particulière qui a dit, je m'éloigne de l'acier, qui a dit à cet endroit-là, il faut que les bateaux plus importants puissent passer. Alors j'ai essayé de le trouver, évidemment il n'existe pas. Alors je suis allé voir le ministre et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, les Allemands n'ont pas détruit les ponts de Paris, on va pas imaginer qu'on va détruire le pont Royal et le pont de la Concorde et 34 autres ponts. On n'a pas gagné. Mais ça nous met dans une situation très particulière. C'est-à-dire que ce pont est plus haut au centre que les autres. Et donc ça le met en relation avec non seulement la rive et les quais, ce qui était l'essentiel de la tâche du projet, qui était de le mettre en relation avec la rive haute et la rive basse, mais le met en relation avec le fleuve qui allait jusqu'à la terrasse du bord de l'eau de Le Nôtre et qui allait
vraisemblablement jusqu'au boulevard Saint-Germain qui est là-bas. En tout cas, ça ancre le fleuve très loin, de manière très lointaine dans la ville, ça l'arrime au quai et au-delà de lui-même par la vision qu'on lui en donne. Et ça me paraissait très important. Donc, on a un peu détourné toute cette histoire de la règle du bateau pour introduire une vision particulière du fleuve. Et être aussi dans cette situation de la promenade entre le sol et le ciel, entre le sol et le ciel, à travers cette fenêtre que l'on ouvre sur le ciel, qui permet d'être dans ce parcours, qui est un parcours agravitaire, c'est-à-dire qu'on se détache du sol, de l'ancrage que représente l'ouvrage, pour se mettre dans cette disposition à regarder le ciel, retrouver la place au centre, être dans cet espace public majeur qui s'offre à tous. J'hésite un peu, mais non, je ne vais pas le faire tout de suite. On est en campagne électorale. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas montré ce projet, j'étais un peu lyrique. Lyrique pour lyrique, notre travail, je suis désolé, mais si vous voulez aimer l'acier, il faut aussi l'aimer dans ses usages. Donc je vais vous parler beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'acier, vous m'en voulez pas. Mais ça fonde notre projet. J'ai la chance de construire un pont entre la France et l'Allemagne, au kilomètre 292-250 sur le Rhin, dans une situation très particulière, puisqu'on avait détruit tous les ponts entre la France et l'Allemagne après-guerre, pendant la guerre, ils avaient été détruits. Et la reconstruction n'a fait que 2 ouvrages fonctionnels entre Strasbourg et Kiel. Et puis, les politiques se sont demandé si on pouvait construire un nouvel ouvrage de liaison entre les deux rives, qui serait un ouvrage destiné au plaisir du lieu, puisque c'était, pour l'expression du Landesgartenschau, des jardins qui devraient s'installer sur les deux rives, ce qu'on appelait le jardin des deux rives. Et donc ça se situe là. Ça se situe là. Donc il y avait ici un jardin du côté allemand et un jardin du côté français. Et le lien entre les deux dans ce dispositif fait de deux ponts, l'un en arc en plan et l'autre en arc en élévation, et qui franchirait ce lieu. Vous voyez là, en 1761, le Rhin était un assemblage de méandres, de fortifications, et puis on ne sait pas très bien où il était. Et puis le Rhin en 2003 est une autoroute à bateau, totalement canalisée, et ça n'a pas empêché les gens vertueux de nous dire qu'on n'avait pas le droit de toucher à cela. Cette nature était immuable. J'imagine qu'il y a 13% d'écologistes dans la salle. Donc je ne vais pas me faire des ennemis. Mais ils ont commencé à me dire qu'il y a des canards allaient rentrer dans le pont, qu'il fallait pas... Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Je m'en fous de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on les fait, mais surtout que c'est de regarder la nature. Moi, je suis très attentif à la situation du lieu, à la géographie, parce que c'est d'elle dont dépend le projet. Mais il faut la regarder comme un moment de la transformation aussi. C'est-à-dire, à cet aspect moral que j'évoquais tout au début, il faut aussi additionner l'hypothèse que le monde évolue, et dans cette évolution du monde, on peut accepter d'y installer des liens nouveaux, des franchissements nouveaux, accepter la situation de transformation que j'évoquais au préalable. Nous, on est toujours dans cette transformation-là. Donc on a proposé deux parcours, un parcours bas et un parcours haut, comme vous voyez sur cette image du concours. Et je reviens à l'acier un instant. Tout cela dans une expression très tendue d'un espace au centre du fleuve,
qui est l'expression, cette fois-ci, d'un ouvrage de ciel, qui est un repère fait à travers ses deux mains. Et le travail sur ces deux mains était très important parce que ça s'est fait sur un façonnage de la tôle. Personne ne comprenait pourquoi on voulait faire ça. Regardez la section, elle est très, très étrange. Elle est tendue comme cela, de manière concave. La tôle est tendue comme cela, de manière à ce que la lumière glisse sur sa surface. Et au contraire, elle est très tendue sur les bords qui sont saillants ici, puisqu'on y dispose les soudures. Et ça permet de tendre le mât. Vous voyez, ça lui donne cette expression-là. Cette ligne-là est une ligne entre l'intérieur et l'extérieur, entre les composantes de ce vide dont je vous parlais, qui permet de tendre et de disposer de la lumière au long de cette tension de l'assemblage. C'est de ça dont je dois vous parler, non ? Cette attention aux choses. Alors, évidemment, si on avait mis un tube, ça aurait été pareil. Il y a un gars qui m'avait dit un jour, quand on a fait la passerelle Solferino, on peut faire plus économique. Bon, oui, on peut faire plus économique. Et si on mettait 2 tubes à la place de cette section très complexe dont je vous parlais tout à l'heure? Et si on mettait un tube? Et d'ailleurs, si on mettait un seul tube et les gens marchaient sur le tube? Et je lui ai dit, oui, c'est tout à fait possible, mais simplement, on ne vous laissera pas le faire. D'abord, moi je ne le ferai pas. Et il y a toujours des gens qui sont bien pensants comme ça, sur l'idée de la simplification. D'ailleurs, c'était vraisemblablement, d'un point de vue mathématique, plus juste. Mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tout cela soit en relation attentive au dispositif constructif et au lieu. Et le lieu le plus important à cet endroit-là, c'est le centre. C'est ce moment du fleuve qui est la frontière. Tous les ouvrages d'art, j'ai coutume de le dire, sont des ouvrages qui franchissent les frontières. Là, il s'agissait d'une frontière à la fois géographique et historique. Dans la plupart des cas, le travail que l'on fait, c'est une frontière géographique et sociale. Vous n'êtes pas sans oublier que souvent les fleuves, les routes, les voies de chemin de fer séparent les riches des pauvres, les bien-pensants des autres, les rebelles de l'institution. Je pense à ça, par exemple, on a construit un pont à Rabat, entre Rabat et Salé. D'un côté, il y a la ville administrative et de l'autre côté, il y a la ville des pirates. Là, il y a la ville des Allemands et la ville des Français. Enfin, plutôt, il y a la vallée des Allemands et des Français. La vallée qui pense forêt noire et la vallée qui pense forêt des Vosges. Mais ils ne se sont jamais aperçus, enfin bien sûr certains s'en étaient aperçus, que le fleuve était leur lit commun et que la vallée qui les séparait, qui tentait de les séparer, les rapprochait, puisqu'en fait, entre la forêt et le Baden-Württemberg d'un côté et la France de l'autre côté derrière la ligne Maginot, ils étaient ensemble dans cette géographie commune. Et ce qui me paraissait le plus important, c'était d'installer au centre du fleuve un lieu de représentation de ce partage, de cette géographie commune qu'ils ont en commun, cette géographie commune qu'ils partagent. C'est-à-dire de disposer d'un espace public au centre du fleuve qui devienne, comme je vous le disais, un balcon sur le fleuve pour la passerelle Solferino. Ici, une place surélevée, détachée du fleuve, qui mette ce fleuve en partage. Cet espace-là, c'est l'espace de la démocratie. C'est l'espace que nous partageons, parce qu'il s'adresse à tous. Les grands bâtiments comme celui-là, il y en a peu, et il y en aura de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Ce bâtiment est l'expression d'un pouvoir, du pouvoir. En l'occurrence, du pouvoir d'un homme fort, d'un président fort, et en l'occurrence de Mitterrand. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît le plus important, c'est de mettre en partage ces géographies à travers des lieux qui sont des espaces publics partagés par tous, offerts à tous. Et c'est très étonnant, c'est qu'en fait, sur cette place se sont réunies des prostituées françaises et allemandes qui
qui exprimaient ensemble leur désarroi et leur malheur. Des hommes politiques, je ne sais pas si j'ai une image là, Merkel et Sarkozy, même Obama et l'OTAN. Enfin, cette idée que ensemble ils se représentaient dans cette géographie qui est à la fois une saignée du temps, de l'histoire, et en même temps un lieu de reconquête, un lieu de reconquête à travers elle de l'espace public qui est offert à tous. Donc cette attention à cet espace partagé me paraît être une des conditions importantes du vivre ensemble. Et tant pis pour elle. Non ? Bon, j'ai raté mon coup. On a fait un petit ouvrage, c'est une autre, tout ça, je reviens à l'acier, excusez-moi de ces digressions, mais notre travail est aussi un engagement, et c'est uniquement un engagement. On a fait ce petit projet à Figeac, aussi dans la ville historique, et là le travail était un travail de regard sur... vous voyez le pont en pierre avec ses protections latérales. Sur cette même rivière, on a fait cela. C'est évidemment... le temps s'est écoulé entre l'expression maçonnée et l'expression de l'acier, mais c'est aussi une expression de la légèreté à travers cela, une transformation de la masse. Et on l'a travaillé à travers l'élégissement des lignes dans l'espace. Et tout cela se fait à travers une complexité géométrique nouvelle qu'il est possible d'aborder aujourd'hui à travers les outils dont nous disposons. Des outils qui nous mettent en relation très directe, et je vous montrerai tout à l'heure dans d'autres exemples, le façonnage tridimensionnel, le calcul tridimensionnel, la pensée tridimensionnelle et la fabrique. Vous voyez, tout cela nécessite évidemment des outils de production qui ont beaucoup évolué, mais qui sont dans une situation tout à fait extraordinaire aujourd'hui, puisque cela nous rapproche davantage encore de la transformation de la matière. Ça nous rapproche encore plus de l'atelier. Ça nous met l'atelier dans l'agence. C'est-à-dire, on est en contact direct avec la fabrique. Ce que nous dessinons est pensé à partir d'elle et fabriqué à partir d'elle. Parce que ces choses-là ne pouvaient pas être faites il y a quelque temps encore. On est toujours à la limite, vous voyez. Là, on est vraiment à la limite de l'expression du cheminement des efforts, en l'occurrence. Mais il s'inscrit comme ça, de manière très, très tendue. Je ne veux pas revenir sur le schéma statique, mais tout a été possible parce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire ici, là, des deux côtés, il y a un ancrage extrêmement fort. On a mis beaucoup d'argent dans les fondations pour faire en sorte que ce qui se voit très peu. C'est souvent le cas d'ailleurs. Dans cette décomposition filaire, on travaille beaucoup en Chine. Et là, il y a un fleuve, il y a un village charmant à quelques kilomètres, qui était l'ancien port de Pékin, qui s'appelle Tianjin, à quelques cent kilomètres ou quelques centaines de kilomètres à l'est. C'est un village charmant de 11 millions d'habitants, qui va être relié à Pékin bientôt pour en faire une mégalopole de 30 millions d'habitants, rejoignant le fleuve, rejoignant le port qui est le nouveau port. Tout cela fera un beau bébé de 40 millions d'habitants. Alors, quand on est arrivé là, après la révolution culturelle, ils avaient laissé le petit jardin du bord du fleuve. Ce petit jardin qui se trouve là, le long du fleuve. Et comme je vous parlais de la voie express rive gauche, quand on a fait le concours, ils nous ont dit
faites passer les voitures là le long du fleuve. Je leur ai dit, écoutez, à Paris, un jour ou l'autre, on va les enlever les voitures. Vous n'allez pas commencer à les mettre là, parce que vous allez foutre en l'air la relation au fleuve. Et donc, je leur ai proposé un projet qui sauvegardait ce petit jardin que vous voyez où les gens jouent au Go, là. Et j'aurais dit, il faut, au lieu de faire un pont et des voitures qui passent là, laissons tranquille ce petit jardin et faisons 3 ponts. Évidemment, j'étais hors concours. Puis le maire m'a rappelé 2 mois plus tard, en disant, peut-être que c'est possible, peut-être qu'on va laisser les voitures le long de la route et on ne va pas les mettre le long du fleuve. On va laisser la route décalée le long du jardin. Et donc il a été sensible à cette idée, et donc on a proposé de sauver ce fleuve, ce jardin, sauver momentanément, vous verrez, et d'installer un système d'arcs tendus dans le ciel et une passerelle de liaison de rive à rive. Pour liaisonner tout cela, on a inventé ce qu'on appelle les pétales Huopar, qui sont les éléments de liaison qui permettent de stabiliser dans une structure en acier. Si vous voulez, les éléments en compression que sont les arcs, ils ont un problème c'est quand on les comprime, ils ont tendance à faire comme les spaghettis. Comme la canne de Charlie Chaplin, quand vous appuyez dessus, elle flambe. Donc pour éviter ce flambement, il faut attacher les choses entre elles. Et donc c'est bien de faire des choses très fines comme ça en acier, mais il faut les stabiliser. Pour les stabiliser, on a inventé ces pétales qui permettent de stabiliser la structure et en même temps de capter la lumière. Et tout cela se fait à travers cela. C'est-à-dire cette main-là, vous voyez, un peu forte, elle fait le lien entre ces images que vous voyez ici sont des images que nous avons envoyées directement en Chine. C'est-à-dire qu'il la fabrique elle-même de ces pétales. Là, c'était le prototype. C'est-à-dire que ce monsieur qui est là, qui est un savant et un sachant, a construit cette géométrie un peu complexe. Ça, c'est la très haute technologie chinoise, à la fois des conditions de travail un peu bizarres, mais en même temps des fibres de verre qui vont être tendues puis sur ces fours qui vont être... Ces fours-là, ce sont des fours, en fait. Ces éléments-là que vous voyez, il y en a 64 différents qui varient entre 3 mètres et 9 mètres, et qui permettent de chauffer et de polymériser le tissu que vous voyez là, pour le mettre à l'intérieur de cette structure en acier et fabriquer ces pétales. Dans cette usine magnifique. Qui est une usine à pétales. Et qui permet enfin, vous voyez, c'est la folie. Mais en même temps, on se sert de cela pour exprimer les conditions du lieu et les conditions du travail. Donc ces pétales sont mis en place, là vous les voyez là, et puis vont être assemblés. En Chine, il n'y a aucun élément de levage, ou très peu d'éléments de levage, mais plutôt des échafaudages, comme vous voyez là. Et ça permet de liaisonner ces arcs d'acier, qui sont extrêmement fins. Ils ne peuvent être fins que si on arrive à bloquer cette instabilité liée au flambement, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Ils deviennent des déflecteurs de lumière quand le ciel est bleu, ce qui est très rare à Pékin. Et des éléments de liaison à travers cette passerelle qui relie les 2 rives. Donc vous voyez, ces choses-là pour moi sont indissociables. Je vous parle de tant d'architecture que de conditions de production, d'espace public que de façonnage de l'acier, parce qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Il n'y aurait pas un artisanat autonome, une pensée autonome du fer qui serait détachée de la fabrique elle-même. Voilà un autre ouvrage sur le même fleuve, la Haihe, qui lui a pour particularité de combiner un certain nombre de liaisons, une liaison haute et une liaison basse, comme une bande de Möbius entre le dessus et le dessous, avec des parcours multiples. Je vous montre ça pour vous montrer qu'à nouveau, cette manière d'utiliser l'acier, c'est dans une liaison nouvelle entre la géométrie très complexe, le calcul. Nous, on avait fait, il y a déjà quelques années, maintenant c'est très, très répandu,
des logiciels de liaison entre les modes de calcul et les modes de fabrique, et les modes de penser la géométrie. De la géométrie au calcul. Aujourd'hui, tout ça est bien sûr chaîné. De la géométrie à la fabrique, de la géométrie au calcul et du calcul à la fabrique. Voilà ce à quoi ça ressemble, ces usines. D'ailleurs, cette usine a été construite pour faire le pont, pas celui-là, mais le précédent. Les Chinois ne reculent devant rien. Donc vous avez un banc de découpe numérique. Je vous montre tout ça pour ceux qui n'en auraient pas vu, mais c'est très important de se mettre en relation avec ces outils. C'est un banc de découpe numérique, là, les éléments sont programmés par là, le laser vient découper, le chalumeau vient découper tout cela, ou le laser. Et puis les éléments sont assemblés par soudure en continu, mis en place. Parfois, dans des technologies, je vous montre ça, ça n'est pas un bon exemple, parce que ça n'est pas comme ça qu'on fait en Europe. Mais c'est comme ça qu'on fait en Chine. Un mec a inventé une machine à tordre la tôle, avec des vérins très approximatifs. Et en France, en Europe, on procède plutôt en Belgique, et on l'a fait sur d'autres ouvrages. C'est ce qu'on appelle des chaudes de retrait, c'est-à-dire qu'on chauffe la tôle, puis on la déforme localement, en évitant d'emmagasiner des contraintes à l'intérieur du matériau. Mais ça fait des formes, vous voyez, très complexes, même si dans la lecture globale, elles paraissent simples, tout ça monté sur des échafaudages qui sont liés à la disposition tridimensionnelle de la structure, pour fabriquer cette chose qui est celle-là. Ça, c'est pensée, dessin, calcul, fabrique, montage, construction. On s'attache à faire en sorte que ce que l'on dessine soit possible, que ce qu'on dessine soit fabriqué comme on l'imagine, mais en même temps, sans éliminer cette attention au faire. Alors là, c'est très complexe comme ouvrage, parce qu'on passe du bas en haut et du haut en bas en fonction des dispositions du quai, et les ouvrages sont stabilisés par ces bracons qui sont là. Ça se fait aussi évidemment pour les bâtiments. Et je voudrais vous montrer deux exemples particuliers de bâtiments qui sont comme des ponts habités. Il y en a un, il est là. C'est-à-dire, si vous regardez vous allez voir ça. Si j'arrive à sortir, voilà. Vous voyez la souris là? Ça, c'est la TGB, l'entrée dans la bibliothèque, la passerelle qui est dans l'axe. Et dans l'axe de la bibliothèque, ici, dans l'axe, voilà les quatre livres ouverts, dans l'axe, il y a ce bâtiment. Ce bâtiment se trouve au-dessus des voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz, et à cet endroit-là, il n'y a pas la possibilité de construire d'appui. Il y a donc 58 mètres de portée. Il faut franchir les voies d'un seul tenant. Alors c'est facile de faire ça pour un pont, pour une passerelle. C'est plus compliqué pour un bâtiment. Alors j'ai proposé au lieu de construire une dalle sur 58 mètres, ce qui aurait été démentiel. De toute façon, il fallait attendre 10 ans que les voies de chemin de fer soient déplacées, tout ça, donc ça rendait la chose impossible. Et on avait été invité pour le concours de cette halle Fraissinet pour savoir, l'intitulé du concours, ça aurait pu être en français, « Comment détruire la halle ?» Alors, pour une fois, les architectes sont entendus pour dire « Comment la préserver ?» Donc on n'a pas répondu au concours, ça nous arrive quelquefois, comme vous voyez. Et on a dit, on va construire autour de la halle, mais pas dans la halle. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que cette halle peut être préservée, puisqu'elle maintenant elle est préservée, elle va être utilisée pour les start-up là. Donc, à partir de cette attention à ce bâtiment, j'avais proposé de construire un bâtiment pont entre les deux, qui, au lieu d'être posé sur une dalle absurde, qui serait une table sur laquelle on poserait... Vous voyez, les architectes, ils ont eu une tendance à la tabula rasa, puis après, ils ont eu une tendance à la tabula nova, quoi. On pose des trucs dessus, là. La dalle, quoi. Et donc, au lieu de faire cela, c'est l'idée de supporter la dalle, donc d'inventer une structure qui était comme celle-là, faite de 4 ponts, les appuis se trouvaient espacés de 58 mètres, comme je vous le disais, de part et d'autre des voies de chemin de fer. On installe 4 ponts, et ces 4 ponts vont franchir les voies d'un seul tenant, et à l'intérieur desquels on aura des espaces de bureaux très particuliers.
et entre lesquels on aura des espaces totalement libres. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que la contrainte du franchissement libère des espaces qui sont des espaces des espaces tertiaires de bureaux très, très libres puisqu'ils n'ont pas de structure. La structure étant concentrée dans ces grands franchissements que vous voyez là. Donc on est dans cette situation de couple. Là, vous avez 4 ponts, 2 ponts transversaux, 2 ponts longitudinaux. Celui du pont transversaux se porte de là à là à travers ces voies là, dont vous voyez qu'il y en a, je sais pas, une quinzaine. Et entre les deux, on libère les espaces qui permettent d'avoir des bureaux tout à fait étonnants, puisque ce sont des bureaux qui ont des terrasses, des loggias, des balcons, et qui permettent de repenser de manière plus domestique l'espace, là je suis parti dans un autre discours, l'espace du travail. Oui, ça fait ça c'est un bureau, quoi. Pas mal. Ça, c'est le bureau qui est le bureau contraint, c'est le bureau qui est dans l'espace de la poutre. Mais par contre, à l'angle de l'autre, on s'ouvre sur le grand paysage. Alors c'est en construction, si vous êtes en sortant en face du MK2, vous le verrez. Alors ça demande une construction très particulière, je vais vous montrer celle-là. Donc les 2 ponts sont de part et d'autre, s'ils sont assemblés, on a le droit de construire seulement 2 heures par nuit. Donc il faut pousser les ouvrages de part et d'autre. À partir de cette structure de pont que vous voyez de part et d'autre, on construit les ponts, on les pose, on descend ces structures-là, on monte les ouvrages à partir d'elles, de cette dalle, ce qu'on appelle le crash deck. Et puis maintenant on est dans cette phase-là à peu près, où on commence à installer la façade et aménager à l'intérieur. Côté jardin, côté cour. Ça, c'est l'avenue de France. Donc ça donne ça. Ça, c'est perpendiculaire à l'avenue de France. Donc voilà les 2 ponts superposés. Et aujourd'hui, on en est à peu près dans... Enfin, ça a été pris il y a, je crois, 15 jours. Donc ça, c'est cette structure. Et ce que permet l'acier, c'est justement cela. C'est-à-dire qu'il permet d'avoir des structures très élancées, sur de très grandes hauteurs, à partir de treillis ou de poutres virnelles, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont exprimer ce cheminement des efforts à travers la structure que l'on habite. Je vous parlais du parcours habité, la manière d'habiter la passerelle Solferino ou d'être à l'intérieur de cette structure. Et là, on le fait pour la première fois. C'est vraiment, je pense, une première mondiale que d'imaginer ce bâtiment-pont au-dessus des voies de chemin de fer, à travers cette structure des franchissements que vous voyez là, qui va donner cela demain. Ça et ça, c'est la même chose. Et c'est aussi une manière de s'installer dans une relation à l'infrastructure nouvelle. L'infrastructure est aussi ce bien partagé dont je vous parlais tout à l'heure. On a construit je vais accélérer un peu, on a construit cette école à Strasbourg, qui est une école d'architecture, qui est l'école d'architecture de Strasbourg, à partir d'un dispositif qui libère le sol et qui s'installe dans la règle urbaine, je n'ai pas le temps d'y revenir ce matin, mais ça nous a obligés, en zone sismique, à inventer cette structure où les éléments porteurs sont les éléments rouges et les éléments de contrebattement sont les éléments verts, et de décoller la structure depuis le sol. Et ça, c'est ce que permet l'acier, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui, au lieu d'avoir des éléments industrialisés, uniquement sortis du catalogue, d'avoir des éléments particuliers. Donc chacun de ces éléments rouges que vous voyez là est différent. C'est très pédagogique, hein. C'est un outil pédagogique pour les étudiants, c'est-à-dire se dire que la structure... Ce qui a fondé notre travail au XIXe siècle, c'était le rapport entre l'expression de la structure et de la vêture. Il y a eu de très grands débats entre Semper et Viollet-le-Duc sur la peau ou les os, l'expression rigoureuse du cheminement des efforts ou la vêture. Et là, je me disais qu'il fallait, dans cette école d'architecture, ne pas abandonner. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments sont revêtus d'isolation thermique dans tous les sens et de bardage par l'extérieur. Je ne voulais pas qu'on fasse cela pour une école d'architecture, donc on a inventé cette structure très particulière, qui est une structure mixte, faite de treillis de poutres virindelles, c'est-à-dire sans diagonale, pour libérer des vues à partir de l'intérieur des salles sur la ville elle-même, parce que c'est une école d'architecture qui est en ville. Et on l'a revêtue de cette maille métallique
qui donne une transparence de jour, une opacité de jour et une transparence de nuit, la toile étant mobile. Donc vous avez de nuit cette expression de la structure comme étant à travers le voile de métal, et de jour l'opacité de ces volumes. À l'intérieur ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de cette salle, vous avez toujours... Vous voyez, là, c'est totalement transparent, alors que ça paraît très opaque depuis l'extérieur. Et ça permet de cadrer des vues, là où, au fond, vous voyez la cathédrale, à travers ce grand patio. Ça, c'est vraiment la capacité qu'aura la structure en acier de jouer avec cette question gravitaire et de l'ouverture, de la transformation d'une structure à partir d'éléments un peu complexes de fabrication et de calcul, mais maintenant tout cela est très facile. Enfin, pas si facile que ça, mais enfin bon. Les gens avec lesquels je travaille me disent toujours, tu as tendance à rendre les choses simples. Le bâtiment de 58 mètres qu'on est en train de faire au-dessus de la gare d'Austerlitz, si vous le répétez à personne, c'est très compliqué. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les raisons des choses, les raisons pour lesquelles on fait tout cela, enfin les raisons généreuses des choses. Alors il y a une autre raison qui me paraît tout aussi importante, c'est la question de la lumière. Et ces structures, je vous les montre comme ça, mais je n'ai pas le temps d'insister dessus. Ces structures-là, elles varient en fonction de la lumière. Elles s'adressent à la lumière. Elles s'installent un dialogue avec la lumière. Et évidemment, oui, la poutre dans cette structure-là, la poutre, c'est le vide. Ça, c'est la poutre. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle n'est pas là, la poutre, elle est là. Et le pli est adressé au nord. On a développé une tôle particulière qui prend la lumière. Vous voyez, quand les gens disent que la lumière du sud est belle et variable, la lumière du nord est très raffinée, elle aussi. C'est la piscine Payron à Paris, sur laquelle on a travaillé. Je vous montre ça pour vous dire à quel point une poutre, ça peut être un élément de dialogue avec la lumière. Là, il s'agit du Centre national d'entraînement de Roland-Garros à la porte d'Auteuil, où les gens voulaient être dans le noir. Ils disaient, si on est dans le noir, on est sûr qu'on aura une lumière homogène, une lumière artificielle homogène. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas, vous jouez au tennis au soleil, vous pourriez avoir un peu de lumière quand même, non? Mais non, pour s'entraîner avec les caméras, les doigts, on préfère être dans le noir. Donc je leur ai inventé une poutre qui capte la lumière du jour et qui les met en relation avec le monde. Mais il fallait qu'il n'y ait aucun rayon de soleil direct sur le stade, sur les stades d'entraînement. Là, on a fait ça, par exemple, pour une piscine à Concarneau où la coque devient le lieu... C'est de l'acier, tout ça. Hein. Tout ça, c'est une coque en acier qui est le lieu de la faille de lumière qui est à la fois zénitale et qui met en relation avec le paysage de la mer à l'horizontale. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un autre ouvrage où d'un côté, vous êtes comme ça, de l'autre côté, vous êtes comme ça. La poutre est le filtre de lumière. Et c'est toujours important de mettre cette relation, de considérer cette relation comme étant fondatrice de l'acier. Je voulais vous montrer deux autres exemples de façonnage de l'acier. Le premier, c'est un projet très ancien, qui est un péage pour l'autoroute A3, là, qui va à Troyes, de l'autoroute A3 qui va à Troyes, où on a façonné la tôle selon deux régimes. Le premier, cette machine à rouler, on a inventé une machine là. Vous voyez cette machine là, c'est une cintreuse. Normalement, les cintreuses à rouleau c'est des cintreuses avec 3 rouleaux. La tôle arrive dedans comme cela, elle est cintrée dans le sens longitudinal. Là, on a inventé un rouleau en forme d'olive. Là, vous voyez là, il a une forme d'olive celui-là. Ce qui permet de cintrer la tôle non pas longitudinalement, mais transversalement, et donc de la façonner de manière tendue. Et donc ça donne ces éléments-là qui sont ici, qui sont cintrés dans le sens comme le mât de la passerelle de Strasbourg. Et puis il y a une autre chose qui est cette technique extraordinaire, qui est cette technique du moulage. On a moulé ces pièces en acier pour récupérer la géométrie courbe dans ce sens-là du mât à l'extérieur et dans ce sens-là la béquille à l'intérieur. Oui, c'est cette expression formelle, personne ne la voit puisqu'il y a juste un automobiliste qui pourrait se pencher pour le regarder. Mais c'est vachement important
que les automobilistes, quand ils se penchent et perdent leur ticket, voient quelque chose d'intéressant. Mais pour revenir sur cette technologie, je reviens sur ces deux technologies, à la fois le façonnage, le façonnage par moulage, et puis je vous parlerai de la chaudronnerie dans un instant. Là, on est en train de faire le prolongement de la ligne 11 du métro. C'est la première fois qu'on prolonge le métro aérien de Paris depuis 1900. Donc on installe un viaduc qui est ici, à la sortie de Montreuil et vers Rosny, là. Et ce qu'on propose ici, je vais résumer ça en deux choses, pour que vous compreniez à quel point notre travail se situe entre ces deux dimensions qui paraissent lointaines et que j'essaie de rendre convergentes. La première, c'est de façonner un espace public, c'est de considérer que la sous-face du métro aérien devient un toit, et que ce toit protège un espace public nouveau qui va être construit sous lui. C'est-à-dire que l'ouvrage d'art, l'infrastructure, n'est pas simplement un lien de transport indépendant qui lie deux points selon une ligne de métro, mais qui s'ancre dans un territoire et qui le façonne pour l'ouvrir et l'offrir à tous, avec attention. Et la deuxième dimension, donc ça c'est la station du métro, et la deuxième dimension, c'est que cet espace public, on va l'appuyer sur des poteaux. Alors, mais pourquoi fait-il ça ? Des poteaux qui vont être la colonnade de l'espace offert à tous sous ce toit. Et donc là, on renouvelle la technologie de l'acier moulé à travers ces pièces très complexes. Mais l'acier moulé, les métros, on a réussi à faire partager cette idée parce que le métro aérien de Paris était fait lui-même. Vous connaissez, si vous avez vu ces colonnes du métro aérien, étaient faites en acier moulé. Et j'ai dit, on va retrouver cette technologie aujourd'hui et voir comment on va la réinterpréter aujourd'hui. Alors c'est très compliqué, parce qu'il faut faire des pièces, il faut faire des moules en sable, mais c'est magnifique. Il faut faire des moules en sable de 6 mètres de long, il faut trouver les gens qui veulent bien le faire. Il ne reste plus aujourd'hui, évidemment, que... J'ai cherché le gars qui avait fabriqué cette pièce-là. Et alors il existe toujours, l'industrie existe toujours. Simplement, c'est une coquille vide qui a été rachetée par les Chinois. Alors j'ai donc décidé d'aller en Angleterre. À Sheffield, ils ont gardé la technologie, ils l'ont réinterprétée de manière contemporaine. Ça, c'est fabriqué par un robot, par exemple. Donc nous, on fabrique cette pièce, on la dessine, on en fait des modèles tridimensionnels, on la fabrique en bois pour vérifier, pour vérifier sa forme et son aspect. Et puis après ça, on imprime ça, on en fait un modèle 3D qui est imprimé sur une machine, une imprimante 3D qu'on a à l'agence, qui permet de vérifier le modèle. On envoie cette imprimante, ce modèle 3D à Sheffield, et eux-mêmes, on a une imprimante 3D plus grande qui leur permet de faire des modèles 3D, puis après de les décomposer par un programme de calcul en bois, puis les mettre dans du sable. Puis ensuite, une technologie qui est une technologie ancestrale qui maintenant est réhabilitée par des modèles de calcul très sophistiqués, qui sont des systèmes de Maslot. C'est-à-dire il faut regarder le fluide qui s'écoule pour pas qu'il y ait de vide. Quand vous mettez du fluide en fusion à 1450 degrés, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des bulles d'air à l'intérieur. Donc il faut vérifier de manière théorique que tout ça va s'écouler de manière correcte, et ensuite fabriquer le moule qui va avec. Et donc couler ces pièces-là, vous voyez, en fonction de la disposition géométrique. Voilà, c'est la magie de la fonte qui donne cette chose horrible, qui va être ensuite un peu rectifiée, réhabilitée. On va garder moi je voudrais qu'on garde la peau un peu grumeleuse de la fonte, et ça donne une pièce comme cela. Voilà, c'est juste une aventure à la fois spatiale et technologique. Spatiale parce que ça dessine un espace qui aurait pu être totalement abandonné. C'est entre Rosny-sous-Bois et Montreuil. D'un côté, il y a les Roms, de l'autre côté, il y a quelques usines. Mais il ne faut rien abandonner. Au contraire, il faut rendre une noblesse à cet espace-là. Et je pense que c'est même une leçon de choses, parce qu'on aurait pu faire le grand métro de Paris visible. Parce que ce qui est bien dans le métro aérien, c'est le rapport au site, le rapport à la géographie, au lieu de l'enterrer. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une dernière technologie qui est la technologie de la chaudronnerie. Ça, c'était un ancien projet aussi, qui
y a une passerelle qu'on a fait à Toulouse il y a très longtemps. Mais elle était faite à partir d'une hypothèse qui était de dire on va on va transformer de la tôle. On prend des feuilles, évidemment on commence par des feuilles, on les façonne selon une forme qui est une forme particulière qui est liée à la distribution des efforts dont je vous parlais tout à l'heure. À la fois c'est orienté dans le paysage, d'un côté il y a la ville, de l'autre côté il y a la partie hors périphérique, et puis il y a ce cheminement des gens sur cette passerelle qui la rend asymétrique parce qu'elle est encastrée de ce côté-là et articulée de ce côté-là à travers une courbe de flexion pour ceux que ça intéresse, qui est de cette nature. Et je me suis dit on va construire ce diagramme d'effort à travers une mise en forme particulière. Donc tout cela remonte à... C'est assez intéressant de regarder ces images aujourd'hui parce que ça remonte à une vingtaine d'années et le monde a changé beaucoup et très peu. Beaucoup parce que nous on a fabriqué des patrons comme ça, vous voyez, où est-ce que c'est que ces patrons de découpe de la tôle? Mon père était tailleur, donc j'ai vu ça toute ma jeunesse. Et on mettait des matelas de tissu sur lesquels on mettait ces morceaux de papier pour les découper. Et évidemment, tout ça a changé maintenant puisque tout cela se fait par découpe numérique. Mais par contre, le façonnage de cette tôle, il est fait par cette cintreuse à 3 rouleaux et qui n'est pas un robot. Ça n'est pas un robot parce que c'est ce monsieur-là, s'il appuie trop fort sur le rouleau du dessus, ça croque la tôle. S'il appuie pas assez fort, ça ne la cintre pas suffisamment. Donc c'est bien son savoir-faire qui permet... Parfois ça marche pas. Quand ça marche pas, il rectifie un peu, vous voyez là. Et ce qui permet de respecter cette courbure assez étrange qui est comme on appelait ça la baleine, comme cette forme variable qui est issue à la fois de l'expression géométrique complexe et en même temps du calcul. C'était une très belle aventure à la fois humaine parce qu'il m'a invité à son mariage, il était vachement bien et tout. Et il savait ce qu'il faisait. Enfin, je veux dire, c'était le mec là que vous avez vu là qui tapait. Et humaine parce que c'est l'expression de ses savoir-faire. C'est très complexe. Alors, quand on a proposé cet ouvrage, on nous a dit c'est impossible. Enfin, c'est possible parce que ça existe et ça tient depuis 20 ans. Alors, moi j'ai découvert beaucoup de choses comparables maintenant qu'on a à travers la capacité qu'a la Chine de fabriquer d'énormes ouvrages dans des conditions de production qui sont liées à la fois à leur savoir-faire et à l'idée que quand c'est décidé, on le fait, quoi. Donc là, c'est sur un lac artificiel. On a fait un pont qui semble flotter sur l'horizon. Vous voyez, c'est des feuilles qui sont plissées comme cela et qui donnent cet ouvrage. Une sorte de relation attentive au lieu, comme flottant sur le lieu, une sorte de feuilles qui se déploient. C'est très compliqué d'imaginer faire ça en France. Et pour finir, je vous montre celui-là, que j'aime beaucoup, qui est un des toutes petites passerelles, qui est une feuille plissée. Alors, à nouveau, c'est l'expression d'un diagramme de force. Il y a un encastrement ici, une articulation ici, un encastrement là, à l'autre extrémité. Aux deux extrémités, la feuille est plissée dans ce sens, et au centre, elle est plissée dans ce sens. Et ça déploie au centre un espace qui est, comme je vous le disais, et là je le dis au 2e degré, l'espace de la démocratie. En Chine, c'est plus complexe. Enfin, avant même d'être l'espace de la démocratie, c'est l'espace partagé par tous. Et donc ce déploiement-là permet d'avoir une feuille de tôle qui est comme flottant entre les deux rives. Je me souviens plus comment on dit saule pleureur en chinois, mais ils ont pensé que j'avais dessiné en hommage au saule pleureur qui est sur la rive, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, ça parle assez bien de cette attention-là.
même si elle a été un peu dévoyée. C'est cette idée que l'acier pourrait être mis en œuvre dans cet état de feuille. Vous voyez, je vous parlais du rapport entre continu et discontinu tout à l'heure. Vous avez vu des exemples où on utilise à la fois ces éléments dans la continuité du métal et dans la discontinuité des membrures dans l'espace. C'est comme flotter sur le fleuve, au-dessus du fleuve, dans le ciel. Et ces technologies de l'acier, qui était la question qui m'était posée tout au début, elles correspondent pour chacune d'entre elles à des mises en œuvre particulières, dans des lieux particuliers, dans des conditions de production particulières, à la fois du point de vue du calcul et de la mise en œuvre, pour être attentif et respectueux de cette situation-là qui nous donne la lecture, qui nous donne les conditions initiales, comme on dit en chimie dans un processus de transformation, qui donne les conditions initiales de cette transformation. Et là, j'aime bien cette image qui a été faite, je ne sais comment, par un ballon, de ces gens qui font du tai chi là en bas, vous voyez, et de la passerelle. C'est ce mouvement, cet équilibre stabilisé, ce moment d'équilibre attentif à la fois au corps qui est dans une situation où il transmet des charges gravitaires et la passerelle elle-même exprime cela. Donc il est 10h32, si je ne m'abuse. C'est possible ça, oui. Et pour tout ça, pour vous dire que les plaisirs il faut mêler les plaisirs, voilà. Ça pourrait être le thème. Le plaisir du lieu, le plaisir d'être là et nulle part ailleurs. Et puisqu'on parle de façonnage, d'ailleurs, j'imagine que chez Hermès, les artisans prennent du plaisir. J'en suis sûr. Merci. Marc Mimram, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette vision très juste de la technique. On va prendre les questions, je crois. Bonjour, merci pour cette présentation. En effet, on a vu votre ascension à la fabrication. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, quand vous dites que l'ingénieur chinois là, est un savant et un sachant, et du coup, quelle relation vous avez avec lui? Parce que là, vous nous avez montré, enfin, ce qu'on peut interpréter comme le fait que vous lui transmettez des fichiers qu'il fabrique. Oui. Et du coup, comment le dialogue entre vous s'instaure pour que vous puissiez nous dire il est un savant et un sachant? Tous ces projets-là que je vous ai montrés ce matin, tous ces projets-là n'ont été possibles, évidemment, que parce qu'il y avait des hommes pour le faire, mais parce que c'était toujours une rencontre. La rencontre avec... Je vous ai montré l'élément de tôle tout à l'heure, avec le gars qui façonnait la tôle, qui fabriquait des tuyaux, ce monsieur, jusqu'alors. Parce que les tuyaux, c'est comme ça, les tuyaux spéciaux, c'est... Et souvent, les gens ne savent pas même pourquoi ils font les choses. Ils savent même pas ils pensaient qu'ils étaient en train de fabriquer un tuyau sophistiqué, mais un tuyau. Et quand on a commencé à discuter sur la passerelle, on lui a montré les plans, on leur a expliqué comment on façonnait les choses, on est rentré dans un dialogue. C'est plus difficile avec ce monsieur parce que je parle chinois, mais comme un enfant de 3 ans, donc c'est un peu plus complexe. C'est parce qu'on est dans une situation très nouvelle encore une fois, je voudrais que vous compreniez ce que je veux dire, c'est que précédemment, le rapport à la matière a été fait directement dans un... Le meilleur exemple, c'est celui de mon père qui découpe de son tissu, son matelas de tissu avec ses patrons. Tout ça se fait entre la géométrie du patron, là, pas le patron, le chef, hein, le patron de découpe en bois, là, en carton, qui est posé... Parfois, il était en bois quand c'était répétitif, mais la plupart du temps, c'était artisanal. Il posait là, il découpait. Il y avait ce rapport entre la géométrie, son savoir et la découpe. Et puis après, il y a le montage qui
qui demande d'autres savoirs. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'artisanat, l'avenir de l'artisanat, c'est l'industrie. Et surtout l'avenir de l'industrie, c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie, personne n'a envie d'avoir une passerelle à Tianjin ou un pont à Tianjin qui ressemblerait à un pont à Helsinki, qui ressemblerait à un pont à Rabat ou ailleurs. Tout le monde a envie de son ouvrage. Et je dirais d'une certaine manière grâce à nous, parce que c'est nous qui avons poussé les gens pour leur dire que, nous, pas moi personnellement, tous ceux qui ont travaillé dans ce sens, que l'ouvrage était avant tout en dialogue avec la situation géographique dans laquelle il était et aussi avec les moyens de production du lieu. Je ne m'échappe pas de votre question, j'y reviens. Mais aujourd'hui, demain, tous les ouvrages seront spécifiques et donc il faudra développer des technologies particulières pour chaque ouvrage. C'est comme si on dessinait un costume sur mesure. Et donc la rencontre avec ce monsieur, c'était très compliqué parce que quand j'ai commencé à dire on va faire les rois et les pétales comme ça, qui allait le faire en Chine, quoi? Ils ont beau être 1,4 milliard, il faut le trouver quand même. Et lui, il venait à la fois de l'industrie de l'acier ou du métal, mais plutôt il fabriquait, il arrangeait les bagnoles, quoi. C'était un mécano, quoi. Pas un mécano, un chaudronnier de carrossier, un carrossier, voilà. Et on lui a dit qu'on voulait fabriquer ces éléments-là. Il a dit il faut les insérer. On avait proposé de les insérer dans ces feuilles de polyester. Enfin, plutôt, c'est plus sophistiqué que ça, mais c'est pas grave. Il a inventé ces fours. Donc, ce que je vous dis, c'est que l'usine revient dans l'agence et l'agence va à l'usine. Mais c'est son savoir-faire qui lui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a deux manières de regarder. Soit on se dit que les formes sont libres et que le robot va tout fabriquer et que peu importe la logique des formes et peu importe les savoirs, et on va rester dans l'abstraction formelle. Il y a plein de gens qui font ça. Vous n'avez qu'à regarder l'exposition à Beaubourg sur le form finding et imprimer le monde, ça s'appelle actuellement. Il y a une exposition. On a l'impression que toutes les machines vont fabriquer tout. Et moi, je dis non, c'est les hommes qui vont fabriquer tout cela à travers une complexité, et à travers une complexité nouvelle dans un dialogue nouveau, qui est celui des savoir-faire. C'est pour ça que ça m'intéresse, la relation qui s'établit avec eux. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on va continuer à la main à façonner mais au contraire, la machine va nous mettre en relation plus proche. C'est cette machine que nous allons partager avec lui. Cette machine, quand je dis la machine, c'est l'ordinateur pour la géométrie, l'ordinateur pour le calcul, l'imprimante 3D dont je vous parlais pour la pièce en fonte. Mais ça ne nous éloigne pas des savoirs, ça nous rapproche au contraire. Je ne sais pas si j'étais clair. Avant-dernière. Il y en avait deux mains. Non? Oui, il veut se débarrasser de moi. Pour les ouvrages d'infrastructure, il n'y a pas de problème de tenue au feu, mais quand il s'agit de faire des bâtiments publics, comment la structure apparente peut être conciliée, les tenues au feu? Ça a beaucoup évolué, c'est assez simple. Encore une fois, il y a 20 ans, la peinture intumescente, ça ressemblait plutôt à de l'enduit de pizzeria, quoi, vous voyez, un truc un peu épais comme ça. Là. Donc pour tendre les membrures, c'était pas très élégant. Maintenant, c'est jusqu'à 1h30, 2h, ça va. C'est un peu cher à 2h. On a des peintures assez fines. Au-delà, il faut passer au flocage, donc on abandonne, quoi. Quand on a des stabilités au feu de 3 heures, mais c'est rare, quoi. C'est quand même assez rare dans les bâtiments publics. Là, c'est le cas sur le bâtiment là qui est en face, dans la partie au-dessus des chemins de fer. Donc tout ça est floqué, donc on ne le voit pas, quoi. On va pas dessiner très subtilement des choses qui vont être trempées dans une pâte à crêpes. Mais à l'école d'architecture L'école d'architecture, c'est une stabilité au feu d'1 heure, je crois. Donc, merci. Dernière question. Ah, il n'y a pas de dernière. Yes?
À travers votre exposé, on se rend compte que finalement, il devient très difficile de faire des ouvrages qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre dans nos pays. Bon, la France, là vous êtes allé en Angleterre. Je pensais qu'on avait encore des fonderies capables de faire ce genre d'ouvrage en France. Mais on s'aperçoit que ce qui est possible en Chine, parce que la main-d'œuvre est très peu chère évidemment, devient impossible en Occident. Comment vous voyez notre avenir dans ce rapport-là, au coût du travail? Chers camarades, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner parce qu'il y a des vrais savoir-faire là. Donc c'est assez complexe. Et je crois que c'est relatif à la question de Madame. C'est-à-dire que quelle est la part des savoir-faire dans l'expression manuelle et dans l'expression mécanique? Tout ça va évoluer. Tout ça évolue à chaque instant. Et je pense que si on prouve... la situation est assez étrange. C'est-à-dire que moi j'ai été invité à travailler en Chine parce qu'on avait fait la passerelle Solferino, que les Chinois ont dit on en veut 2 comme ça, mettez-les-moi là. Je leur ai dit on va pas recommencer la même, on va faire d'autres. Donc ils pensaient qu'on savait faire. Et moi ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne sais pas faire. Donc on est allé expérimenter en Chine, dans des conditions de production tout à fait particulières, parce qu'ils sont payés quand même 300 € par mois. Donc le rapport main-d'œuvre-matière, c'est une question fondatrice. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand je reviens maintenant, alors c'est compliqué, vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a des gens, j'ai perdu un nombre innombrable de concours, où on m'a dit, on ne sait pas faire ça. Je dis, mais attendez, j'ai fait... Ah non, ça on ne sait pas faire. Ou l'acier, ça rouille, je sais pas, des banalités comme ça. J'ai fait un projet pour un pont à Avignon, on m'a dit, l'environnement est minéral. Je dis, mais l'acier, c'est pas végétal. Des choses bizarres. C'est pas animal non plus, d'ailleurs. Mais pour revenir à votre question, on va être dans une attention renouvelée à ces savoir-faire. Parce que si l'avenir de l'industrie, c'est l'artisanat, parce que l'industrie toute seule, elle ne va pas s'en sortir, alors il y aura besoin de davantage et davantage de savoir-faire, et j'espère pas davantage et davantage de savoir-faire qui ne seront pas payés à 300 € par mois. Donc on est dans cette situation-là. C'est très politique. C'est l'avenir de notre société. Mais moi, je travaille en Chine, j'ai beaucoup de plaisir à le faire là-bas. Mais par exemple, les pièces moulées que je fais en Chine, je les laisse en Chine. Et j'essaie de trouver des fabricants, en l'occurrence européens, pour fabriquer ces pièces moulées. Parce que monsieur Cook, un jour, était arrivé à l'agence, j'ai appelé l'industriel Cook, est arrivé monsieur Cook. Je lui ai dit, vous appelez Cook comme le nom de la boîte, vous voyez, c'est comme si monsieur s'appelait Jean-Paul Siemens ou André Thompson, quoi, vous voyez. Et il m'a expliqué que c'était la 5e génération, quoi. Donc, voyez, cette attention-là, cette attention au travail, cette attention à l'expression du travail, je crois qu'elle valorise le travail. Et moi, je ne crains pas la technologie. Je pense qu'au contraire, elle peut nous aider davantage à mettre en place des projets qui seraient l'expression plus attentive de ce travail. Et quand je vous dis la matière sert à penser, c'est parce que chacun de ces projets se nourrit du projet précédent, de la discussion et de la rencontre avec ces gens qui font, qui se lèvent tôt le matin et qui façonnent de la tôle, comme je vous l'ai montré. C'est ça qui anime tous ces projets, qui anime au sens qui leur donne une âme, quoi. J'ai répondu. Je crois que vous l'applaudir.
Nous allons faire une pause café. Nous nous retrouvons à 11h10 précise. Ici.